La cabine se dépressurise lentement. Faute d'énergie, le système de pressurisation ne fonctionne. Oh, your ears must. And I am extremely sensitive. With my ears, extremely sensitive in planes, especially when landing. My head would probably blow up. It would. 10 times worse than what they're feeling. Plus. Et la pression diminue rapidement, rendant les oreilles douloureuses. L'avion est encore à haute altitude et les pilotes décident de mettre leur masque à oxygène. Everybody, please, I need your attention. We are preparing to ditch the plane. I need you to put on your life jackets right now. S'il vous plaît, il faut mettre vos gilets de sauvetage tout de suite. En moins de 2 minutes, j'ai vu courir les membres de l'équipage avec leurs gilets de sauvetage à la main. Objectivement, c'était un signe de peur. Vous savez, la première question qui vous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va se passer? You just need to tie this up like that. Dans ce cas-là, vous ne savez vraiment pas quoi penser. Mais les gens ont commencé à paniquer lorsqu'on leur a demandé de mettre leur gilet de sauvetage. No, it's all right. Please, remain. Please keep it calm. Mon meilleur ami parlait à son père. Son père était décédé depuis 3 ans, mais il lui parlait parce qu'il était persuadé qu'il allait le rejoindre. Il est prévu pour amérir, sauf qu'on ne va pas essayer. On peut simuler, très difficile, ça dépend de la houle, ça dépend de la façon dont on l'a présenté, ça dépend du vent, si on arrive à l'amener à une vitesse très réduite. C'est arrivé qu'un avion se pose sans trop de dommages. Mon opinion, c'est que je pense qu'un avion ne fera jamais un très bon bateau. Techniquement, un avion avec une queue aussi basse, dès qu'il va entrer dans l'eau, va perdre son empennage. Ensuite, il y a peu de chances pour que le fuselage puisse résister. Le 23 novembre 1996, Holy crap, somebody actually got this recorded? un Boeing 767 d'Ethiopian Airlines a tenté un amérissage après un détournement. Oh, Jesus Christ, the whole thing fell apart. C'était aux Comores, dans l'océan Indien. L'image a été filmée par un touriste sur la plage et prouve l'extrême difficulté de la manœuvre. Ouais. Wow. Les chances de survivre à un amérissage et de surnager assez longtemps sont assez faibles. Sur les 175 personnes à bord, 50 seulement ont survécu au crash. Wow. Eh? L'avion plane maintenant depuis 13 minutes. Lentement, l'altitude diminue. Le commandant exploite au mieux les performances aérodynamiques de l'Airbus et essaie de négocier chaque mètre. Un avion qui n'a plus de moteur, qui est emplané, le stress est considérable. Je veux dire, bon, là, on peut pas avoir... Si, on peut avoir pire, l'avion qui prend feu et on peut pas le contrôler. Mais là, on le contrôle encore, ça va, mais on sait pas combien de temps. Faute d'énergie, l'avion n'a plus de transpondeur et est devenu presque invisible pour les radars. Sauf, coup de chance, celui de l'ADGES, qui est une base militaire équipée d'un radar primaire. Do you have us on radar, Transat 236? We have you on primary radar. Confirm you are at 80 miles out. Your heading is good. Transat 236 Heavy, Lajes Tower, we are trying to make the runway. Please describe runway, heading, and length. Lajes Tower to Transat 236 Heavy. Runway is 33 and 10,685 feet long. Airport dead ahead on your present heading. Please advise when you have it in sight. Transat 236 Heavy, we cannot see the airport. We will tell you when we can. Ooh, my God, I can't believe it's just sitting there gliding. That's sick. En cabine, les passagers luttent maintenant contre le désespoir. C'est ça, ça y est. Je vais mourir dans les 5 ou 10 prochaines minutes.
Je commençais à faire face à l'idée que nous risquions probablement de mourir. Et je crois qu'à ce moment, vous pouvez l'accepter plus facilement que vous ne le pensez. La torture tient au fait que vous allez mourir. J'en étais persuadé. J'allais mourir et l'attente était pire que la mort. Si je dois mourir, tuez-moi maintenant. Ouais. Prenez un revolver et tuez-moi. Ou laissez cet avion tomber droit dans l'océan et qu'on en finisse. You don't feel nothing then, yeah? Au sol, les contrôleurs ont donné l'alerte. Et les services de secours se préparent à la situation la plus étonnante qui soit, accueillir un avion de ligne en vol plané avec 306 personnes à bord. L'avion approche de l'île de Terceira. L'équipage maintenant commence à se préparer pour la partie la plus délicate, l'atterrissage. Transat 236 Heavy to Lajes Tower. Do you have our distance from threshold now and weather, please? You are 8 miles out according to primary radar. Airspeed 280 knots according to your readings. Visibility unlimited. You should have the airport in sight. 8 miles. Negative, Lajes Tower. Until now, we cannot see the runway. Les pilotes savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent du premier coup poser l'avion et réussir à l'arrêter sur la piste. Oh, bien sûr. La concentration est totale et la répartition des rôles parfaitement établie. Il y en a un qui va calculer la route, qui va lui dire prends telle vitesse, économise l'altitude, préparer son circuit d'arrivée, est-ce qu'on va arriver vertical de cette façon plutôt que d'une autre, etc. Et essayer de surpasser ce stress par une espèce de retour au basique, c'est-à-dire, bon, ok, on n'a plus de moteur, mais on est en planeur. T'as fait du planeur? Ok, moi aussi j'ai fait du planeur. Alors on va faire comme on faisait avant. Et puis on essaie de déstresser la situation. Ça ne doit pas être facile. Pour l'heure, l'équipage cherche la piste. Sans moyen de radionavigation, une seule solution, ils doivent l'avoir en vue. Je l'ai, juste sur la droite. Glad you see it. Vitesse maximale pour sortir du train par gravité 200 nœuds. Je vais descendre le train d'atterrissage à la dernière minute, OK? OK. Demande à la tour à combien on est du seuil de piste. Jusqu'à présent, le commandant a parfaitement géré son vol plané. Résultat, il va arriver sur la Jess avec une réserve d'altitude. Roger, Lajes, 6 nautical miles. Au taux de descente actuel, on va arriver à 6000 pieds à la verticale de la piste. Bien trop haut. On va être obligé d'allonger notre finale en faisant des virages pour perdre l'altitude. Et il faut qu'on ralentisse pour sortir le train. Ouais, mais on va sortir les becs. Comme ça va nous ralentir. Non seulement l'avion arrive trop haut, mais il arrive également trop vite. Ouais, bien sûr. Ouais. This is not going to be pretty. Je descends le train? Attends, pas tout de suite. Je stabilise la vitesse. Tu me donnes une vitesse d'atterrissage, s'il te plaît. Pas de réacteur, pas de volet. Vitesse d'approche idéale, 170 nœuds. On est plus de 200. On est vraiment rapide. Ouais, mais la piste est longue. On a presque pas de frais, pas d'inverseur de poussée. La piste est longue, mais on va toute la manger. Pour perdre altitude et vitesse, le commandant va exécuter une série de S, avec des virages à forte inclinaison des ailes. Une technique impressionnante, fréquemment utilisée avec des planeurs ou de petits avions, rarement avec un gros porteur. L'avion était presque à 45 degrés. Je pensais que nous allions nous retourner et plonger droit dans l'eau. L'avion cerclait au-dessus de l'île pour ralentir. Et tantôt nous voyions la terre, tantôt nous voyions la mer. Et quand j'ai à nouveau revu la mer, cela m'a fait un choc. J'ai cru que nos chances de survie avaient disparu. La piste est longue, c'est sûr, mais au bout de la piste, il y a une falaise de 130 mètres de haut. Si on ne peut pas s'arrêter au bout de la piste, on est grillé, on est mort. Oh là là. Finalement, après avoir réalisé un tour de piste complet, l'équipage présente l'avion en finale. Ben, ces pilotes, ils sont incroyables. Dans l'axe de la piste, prêt pour l'atterrissage. These are the kind of pilots you want when you're in a plane with a problem. Train descendu et verrouillé.
Pas de volet. Seulement les freins d'urgence. Pas d'arrêt au frein. Pas d'inversion de poussée. 4000 pieds. 195 nœuds. Ouh! 3000 pieds. 197 nœuds. Oh là là. Ah. Oh. 2000 pieds. 200 nœuds. Oh, they're going faster. Préviens la cabine. Équipage, préparez-vous. Atterrissage dans moins de 1 minute. Hang on. Watch out. 3000 pieds minute en vitesse verticale. Uh-oh. On descend trop vite. Et on prend de la vitesse 203 nœuds. C'est très rapide. 1000 pieds, 201 nœuds. J'ai essayé de redresser le nez de l'avion pour ralentir. Sacrément, je suis pas capable. On va y aller à cette vitesse-là. Voilà. Everybody, I need you to brace. L'Airbus rebondit une première fois sur la piste avant de se reposer. Les pneus du train explosent. À 300 km/h, l'avion va trop vite. Et pour l'arrêter, les pilotes ne disposent que du système de freinage d'urgence. I would be. Holy shit. Wow. Come on, everybody, get out of the way right now. Come on, come on. Wow. Holy shit. Bravo, bravo. Holy shit. Wow. How the hell did this thing... See, thank God there was no fuel. See, son, because fuel is your worst enemy in a plane that's crashing. Wow. Je voulais juste sortir le plus rapidement possible de cet avion. Et j'ai sauté, j'ai heurté le sol. C'est à peine si j'ai touché le toboggan. J'ai même pas glissé sur le toboggan, j'ai couru dessus. Il criait « Sortez !» Et il n'y avait rien d'autre à faire que de courir. Nom de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Quand je me suis senti sur le sol, je me suis mis à pleurer. Une fois hors de l'avion, vous voulez forcément savoir ce qui est arrivé. Robert Piché et Dirk de Jaeger ont piloté leur Airbus en vol plané durant 21 minutes. Wow. Un record dans l'aviation commerciale. Wow. Et un exploit pour la presse qui les transforme en héros. Absolutely. Definite heroes. Something like this happen, you never know what is going to happen really. I mean, you start not to believe it. I mean, makes no sense that a big jet with 2 engines has no more power with 300 people on board, you know. You train for the worst, but you never know how you'll deal with situations like this. And reflecting afterwards, I feel we dealt in the most professional and complete manner we could. A feeling of being grateful to see all the passengers were okay. Wow. Mais alors que l'histoire fait la une des médias, tout le monde s'interroge. Que s'est-il réellement passé pour transformer un avion de ligne en planeur? Well, let the investigations begin. Hors du champ des caméras, l'enquête débute aussitôt. Elle est menée conjointement par les bureaux enquête accident des autorités portugaises, canadiennes et françaises. Les premières vérifications confirment l'absence de carburant dans les réservoirs, preuve que l'avion a bel et bien été victime d'une fuite et d'une panne sèche. Les mécaniciens vérifient alors l'ensemble du circuit carburant. Et rapidement, ils découvrent sur le moteur droit l'origine du problème. Right.
Dans ce cas particulier, vous avez un tube hydraulique relativement petit au regard du tuyau d'alimentation en kérosène. Et ce tube hydraulique, à cause des vibrations générées par le système hydraulique, est venu frotter contre le tuyau de kérosène. Et il a fini par le percer. Et cette fuite, enfin pas la fuite en elle-même, mais le trou a fini par fracturer le tuyau, entraînant une fuite massive de carburant à l'extérieur du moteur. En fait, tout s'est joué le 18 août, 5 jours avant le vol. Ce jour-là, le service de maintenance d'Air Transat s'apprête à monter un moteur de remplacement sur l'avion. Le moteur d'origine doit partir en atelier pour une longue durée, et dans ce cas-là, Rolls-Royce fournit à ses clients un moteur de rechange. Comme souvent, une fiche signale les pièces manquantes du moteur, dont certaines pièces accompagnant une pompe hydraulique. Le moteur a été livré sans ses tuyaux et leur plaque de fixation. Et je suppose que cette plaque était destinée à maintenir l'écartement adéquat entre les tuyaux. Eh ben voilà, human error. Alors, s'ils ont pris la plaque de l'ancien moteur et qu'ils l'ont posée sur le nouveau moteur pour verrouiller les tuyaux, ceux-ci se sont probablement retrouvés en contact. Et les mécaniciens, je ne peux pas leur en vouloir car ils n'avaient aucune instruction précise leur demandant de vérifier un écart de 3 mm. Eh bien, les mécaniciens ont monté l'installation comme cela. Et visiblement, ils n'ont pas vérifié l'écartement. Human error, which is mostly, almost all the time. Rapidement, l'enquête se tourne vers le service de maintenance d'Air Transat à Mirabel, au Canada. Et les enquêteurs découvrent qu'un homme, le chef mécanicien, avait pressenti le risque et alerté son supérieur. Oh, who the fuck is that supervisor? Who is he? À l'époque, il n'existait aucune contre-indication du constructeur Rolls-Royce, mais pourtant cette solution ne lui paraissait pas totalement sûre. Le supérieur, lui, avait tenu un autre discours. Attendre l'arrivée de la pièce manquante revenait à immobiliser l'avion. Finalement, la décision avait été prise d'équiper le moteur avec une plaque presque similaire. Pour les enquêteurs, le doute n'est pas permis. La compagnie est directement responsable de l'accident. Air Transat, d'ailleurs, reconnaît son entière responsabilité. Vous devez comprendre qu'il y a eu une petite erreur faite au moment de changer la pompe. Nous l'avons installée, ainsi que les tuyaux qui devaient être connectés à cette pompe, et il y a eu une disparité. Alors, les conséquences pour Air Transat dans cette histoire ont été de payer une amende d'250 000 $, qui était la plus haute amende jamais payée au Canada, pour une erreur qui s'est produite et qui aurait pu être évitée. Comment quelqu'un supposé être qualifié dans son travail peut installer une mauvaise pièce sur un moteur et risquer la vie de 300 personnes? Ça me dépasse. Cet incident nous rappelle avec force l'importance de la réglementation et de la sécurité. C'est important, sans cela des vies seront perdues. Et il s'agit de vraies vies. Ce n'est pas juste, vous savez, l'image abstraite de 300 personnes. Ce sont des vrais gens qui souffrent et continueront de souffrir comme nous tous. Et si nous n'avions pas souffert, ce sont nos familles qui auraient souffert. And you know it's going to be hard as hell for anyone to get back on a plane after you've been on a plane like that. Cause identifiée, responsabilité établie, sanctions prises. Alors, affaire classée? Non. Car certaines questions demeurent sans réponse. Une question notamment. Est-ce que l'équipage aurait pu éviter de finir en vol plané? I think there's a little bit of hey, pilots, the hell did you wait so long for? I think there's a little bit of that, even though they're heroes. It's a good point. Could it have went another way? Have they just said, you know, when they said, is this an emergency? And the pilot said, not yet. Right there, I would have said, yes, it's an emergency. We need to get the hell out of the air.
Vanne de transfert. Ouverte. Ouverte. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas détecté la fuite? Comment ont-ils pu perdre 17 tonnes de kérosène en un peu plus d'une heure de vol sans s'en apercevoir? Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. They did bad and they did good. Dans les jours suivant l'incident, Robert Piché et Dieter Jäger sont convoqués devant les enquêteurs. 2 ans plus tard, le rapport d'enquête contenant les déclarations de l'équipage n'a toujours pas été publié. Oh, really? Ce qui suit relève donc d'hypothèses construites à partir des éléments existants et avec l'avis des experts. Retour en arrière. La première alarme d'huile intrigue les pilotes. Ils n'ont jamais vu une telle alarme et rien n'est prévu dans le manuel de vol. Le commandant penche pour une panne informatique. L'hypothèse n'est pas absurde. Je regarde dans le QRH. Les informations reçues par rapport au circuit d'huile n'ont probablement donné aucune indication à l'équipage. Ils ont pu s'interroger sur l'origine de ces alarmes étranges ou erronées. Mais rien dans leur formation aurait pu les amener à suspecter une implication du circuit carburant. Je te le dis, là. C'est un problème d'ordinateur, cette affaire-là. Les pilotes croient à un bug informatique. Pourtant, cette double alarme d'huile est bien réelle et n'est en fait que la première manifestation du vrai problème. À cet instant, la fuite existe déjà. Et à cette altitude, le kérosène qui s'échappe est à moins 30 ou moins 35 degrés. Et le carburant glacé coule sur les tuyaux du circuit d'huile. Et l'huile, plus froide, lubrifie moins bien le moteur. D'où les 2 alarmes, basse température d'huile et surpression d'huile. Ils étaient bien conscients d'un problème hydraulique, ils ne l'ont pas relié à un problème de carburant. Alarme de déséquilibre de carburant. Première fois que je vois ça. Lorsqu'intervient la 2e alarme concernant le carburant, elle paraît incohérente avec la première qui concernait l'huile. Dans l'esprit du commandant, elle a pu renforcer l'hypothèse de la panne informatique. Ne pas appliquer cette procédure si vous suspectez une fuite. Reportez-vous à la procédure. Quoi qu'il en soit, le commandant se devait de suivre les checklists d'Airbus. Or, en cas de déséquilibrage, la procédure impose l'ouverture des vannes de transfert des réservoirs. Transfert. Ouverte. Ouverte. Si on ouvre toutes les vannes, eh bien, on augmente notre fuite au lieu de la laisser filer sur une aile. Par exemple, il faut isoler, maintenant on le sait, on isole les 2 ailes, ça continue à fuir, mais il nous reste l'autre qui est intact. Tu vois, je suis pas tellement con. I mean, I thought of the same thing. Si on bascule les 2 ailes sur le même moteur ou sur la même tuyauterie, effectivement, on va vider l'avion. I mean, Transat 236 Heavy declaring fuel emergency. They're heroes, but they made some mistakes. We are diverting to Lajes. Vanne de transfert ouverte, l'avion s'est effectivement vidé. À ce moment-là, ils avaient le choix. Est-ce que je ferme la vanne de transfert et regarde ce qui se passe, ou bien est-ce que je la laisse ouverte, comme l'indique la checklist, et j'attends que le problème se règle tout seul? L'équipage n'était sûr de rien. C'était une situation pour laquelle il n'était pas entraîné, j'en suis certain. Les pilotes se sont retrouvés en terrain inconnu sans aide extérieure. On perd le numéro 1. Le commandant Piché a longtemps cru à une possible erreur informatique. Ce n'est qu'à l'arrêt de son 2e moteur qu'il a dû se rendre à l'évidence. Il n'avait plus de carburant. Lorsqu'un événement comme celui-ci arrive, inattendu, auquel on ne pense pas forcément, parce que c'est rarissime une fuite de carburant, eh bien on s'engage tout naturellement vers ce qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît? Le bug informatique, un déséquilibre au carburant, une panne secondaire, et on s'engouffre dans cette solution de facilité finalement. Alors on ne se pose pas l'autre question, et c'est tout un ensemble d'éléments, la petite expérience d'un copilote, l'excès d'assurance du commandant de bord peut-être,
la fatigue. On est parti depuis 5 heures, on n'a peut-être pas bien dormi. L'excès d'assurance sur un avion qui marche formidablement bien, d'habitude. Tout ça fait que on s'engouffre dans une solution qui n'est peut-être pas la bonne. Et une fois qu'on est dans ce tunnel, c'est très difficile de changer de voie, très difficile de changer d'avis. Et puis, je comprends. Sans doute, est-ce aussi la rançon du progrès. Les avions modernes sont de plus en plus automatisés. Considérés comme le principal facteur d'accident, le rôle de l'homme est réduit au strict minimum. Conséquence, la formation technique est moins poussée et au bout du compte, les pilotes connaissent moins bien leur machine. Sur les avions précédents, les avions de l'ancienne génération, disons jusqu'au 747 classique, les équipages avaient une connaissance très intime de tous les systèmes de l'avion. Ils savaient, les mécaniciens navigants en plus connaissaient les avions pratiquement jusqu'au dernier boulon. Maintenant, nous travaillons uniquement sur des blocs diagrammes qui donnent une idée du système, mais en fin de compte, qui cachent le fait que ce système est souvent bien plus complexe que le bloc diagramme ne veut bien le dire. Le pilotage est de plus en plus simple et les machines de plus en plus complexes. Tel est sans doute le paradoxe et, dans certains cas, le risque. On peut se faire piéger, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mal interprété probablement ce qui leur arrivait vraiment, mais c'est pas évident non plus. Deuxième phase de vol, l'interprétation et l'engagement dans une idée reçue. C'est cette panne-là, c'est une erreur de calculateur, on n'y croit pas trop, on comprend pas, et on choisit pas forcément la bonne solution. Déjà, une méthode un peu dégradée, je dirais, de comportement. Ouais. Et puis la troisième, rien à dire. C'est presque un exploit pour nous. C'est-à-dire, c'est là qu'on s'aperçoit, une fois qu'on a épuisé toutes les sauvegardes, il reste quand même l'homme qui peut sauvegarder la machine. Yeah, at this point today, I would say the human pilots, they're nothing except just in case something goes wrong with the machine, you need to become a pilot. You need to be a pilot. Put your pilot cap on, and you are now the emergency landing pilot. How do we get this plane down? Because the machines and everything else, something's wrong. Something's wrong with the computer. It used to be, I think, reverse. It was the pilot did all the work, and then he just put it on autopilot when he was, when you got to a certain altitude. Well, he hit autopilot and it just flew straight. But most of everything was being done by the pilot, especially landing, taking off. I don't know, man. I wouldn't want to be in that situation. I'll tell you that right now. As the pilot, I'm talking about. I wouldn't want to be in that situation. Nous ne savons pas si le rapport d'enquête impliquera ou non l'attitude de l'équipage dans l'enchaînement des événements. But they did great. Pour l'instant, seul Airbus considère les pilotes comme responsables de leur mauvaise gestion du carburant. Wow. So it's like, congratulations, you're heroes. But you fucked up. All in the same sentence. Robert Piché et Dirk de Jaeger, eux, poursuivent leur carrière sous les couleurs d'Air Transat. Et en décembre 2002, ils ont reçu une des distinctions les plus honorifiques de l'Association internationale des pilotes de ligne pour le plus long vol plané jamais réalisé avec un avion de ligne. Des hommes, des pilotes qui, grâce à leur sang-froid, ont sauvé la machine, mais surtout la vie de leurs passagers. Ouais. Quelles que furent les circonstances, il a subi une pression colossale. Il a ramené l'avion au sol en toute sécurité, juste en éclatant 8 des 12 pneus du train d'atterrissage. Et il a sauvé 300 personnes. Il a sauvé 300 vies. Ouais. Je pense que le commandant nous a sauvé la vie. Et qu'il ait fait des erreurs ou qu'il y ait eu un problème informatique, finalement peu importe, parce que nous sommes vivants. Ouais. Pour moi, est-il un héros? Non. Est-il un sacré pilote? Oui. Le reste est affaire de chance ou de destin. Ce jour-là, ils ont eu des vents favorables, une météo excellente et une route imposée 110 km plus au sud. Je remercie Dieu que les Açores aient été là.
Mais si la pompe avait cassé 5 minutes plus tôt, nous ne serions pas là pour raconter l'histoire. Jesus Christ. These stories are like amazing, aren't they? These plane stories. I could watch 100 of these. It's just, you know, shame it's copyrighted for some stupid reason. Wow. 3. Wait. What a story. Quelle histoire. Just making sure there's nothing at the end. No. Oh, God. Yeah, I don't know if I want to watch all of these. You know, now that I just said I could watch 1,000 of these. I don't know, because I go on a plane every single year, so maybe I shouldn't watch every single one of these. Oh la la. Ben voilà. An aviation documentary. Planes gliding with no engines. And everybody's around to talk about it. C'est incroyable. Non, vraiment, cette histoire, c'est incroyable. L'autre, c'était incroyable aussi, avec le pilote au dehors de la fenêtre. Ça, c'était fou. Bon, okay. Another good request. Let's just hope we don't have problems posting it. There's probably going to be writing on it. Not much I can do about that. I think that's what happened the first time. I had to put writing on it. J'ai oublié. But anyway, take care. Peace out. À la prochaine. And always pray that you have 2 amazing pilots in your craft when you take off. Always pray that they're not. You know, I heard some stories. A plane crashed, I forgot when, because the 2 pilots were bullshitting around and flirting with a stewardess prior to takeoff. They weren't even paying attention, and they forgot the most obvious shit. And the plane crashed. Everybody died. And they hear the recording of the pilots just fooling around with the stewardess. You know, at the end of the day, they're in charge of your lives. There should be no fooling around ever. It should be the most serious job on the planet. And it is, because unlike a car, when a plane crashes, your chance of survival definitely way, way lower than it would be in a car. Of course, they're going to tell you, oh, well, cars, you have car accidents. I mean, you know, driving a car is way more dangerous than flying in a plane. Well, yeah, in terms of the amount of accidents and problems, yes. However, when the plane does crash versus when the car does crash, you have a better chance of living in the damn car, if you ask me. Okay, anyway, with that, on to the next one. À la prochaine. Bonjour, je suis pilote.